À la une de l'actualité ce soir, le ras-le-bol d'agents de l'éducation nationale. Il serait plus de 6 000 agents sans mandatement. Pour la deuxième fois, ils ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation nationale. Les hommages du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP au député maire de Djibo, Oumaro Diko et 3 de ses compagnons de route ont été tués hier par des hommes armés non identifiés. Le député maire était du CDP. À l'Union pour le progrès et le changement UPC, la mobilisation des troupes se poursuit. À Thomas, dans le Nayala, Zéphirin Diabré s'est interrogé sur les achats de véhicules 4x4 par le parti au pouvoir, le MPP. D'où viennent les ressources qui ont servi à l'achat de ces véhicules, questionne le président de l'UPC. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Nouvelle manifestation de colère des dernières promotions formées dans les ENEP, à l'EDS, l'Institut des sciences et à l'ENS, l'École normale supérieure. Il s'estime à plus de 6 000 agents sans mandatement. Après le sit-in infructueux tenu le jour de la rentrée des classes, ces enseignants sont revenus à la charge ce matin. Ambiance avec Abdourazak Traoré. Le 1er octobre 2019, c'est ici, devant leur ministère des tutelles, qu'ils ont effectué leur rentrée scolaire faute de mandatement. Un mois après, la donne n'a pas changé, la lutte aussi ne faiblit point. Le mandatement ou rien, ça y va de la dignité même de l'enseignant à son poste, ont-ils scandé ce 4 novembre devant le ministère en charge de l'Éducation nationale. Refusons d'aller rejoindre nos postes et aller prendre des prêts auprès de l'APE ou auprès des parents de nos élèves pour enseigner. Ce n'est pas digne d'un enseignant. Voilà pourquoi nous interpellons l'autorité. S'ils tiennent donc à la valorisation donc de la fonction enseignante, qu'ils puissent donc se pencher conséquemment sur ce problème-là. Un problème qui perdure depuis 4 mois pour certains et 8 mois pour d'autres. Pour ceux des ENEP, ça fait 8 mois qu'ils sont sans salaire. Et pour ceux qui sont sortis de l'ENS et de l'IDS, ça fait 4 mois qu'ils sont sans salaire. Et c'est une situation assez difficile pour les enseignants que nous sommes. Il y a déjà 1 mois que les cours ont commencé dans les établissements. Et il y a des élèves qui sont jusqu'à cette étape, qui sont là à l'étape actuelle, qui n'ont aucun enseignant. Et nous pensons que nous avons été recrutés pour aller enseigner. Voilà pourquoi nous demandons à l'autorité de mettre les conditions en œuvre. En face du département du professeur Stanislas Ouaro, les enseignants non mandatés ont également dénoncé ce qu'ils qualifient d'intimidation venant des établissements scolaires. Aucun sorti de l'ENS, de l'IDS ou de l'ENEP n'a été affecté officiellement dans un lycée donné. Et malgré ce fait-là, il y a des proviseurs qui appellent certains de nos collègues pour les intimider donc de rejoindre le poste, alors que nous n'avons aucune note officielle qui nous affecte dans un établissement donné. Au regard de tous ces griefs, un seul sentiment les anime. L'éducation sous le pouvoir MPP et allié est reléguée au second plan. Nous pensons que c'est seulement le manque de volonté, parce que pour ceux de l'IDS, ça fait 4 ans qu'ils étaient recrutés, et on savait que tôt ou tard, ils allaient sortir donc des écoles de formation. Pour ceux de l'INEP et de l'IDS, ça fait 2 ans qu'ils ont été recrutés. Et on savait que ces gens-là allaient sortir donc des écoles de formation. Si jusqu'à l'étape actuelle, rien n'est fait, c'est qu'il y a un manque de volonté de la part donc de nos autorités. Les autorités qui imputent ce retard dans le traitement des dossiers au mouvement d'humeur des gestionnaires des ressources humaines, c'est l'argument brandi par le ministère à la dernière manifestation. Maintenant que les GRH ont levé leur mot d'ordre, qu'est-ce qui coince, peut-on se demander? Approché, le ministère n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. La politique et cette inquiétude du président de l'Union pour le progrès et le changement UPC à propos de l'affaire de véhicules 4x4 que le parti au pouvoir aurait distribué à ses secrétaires généraux de province dans la perspective des élections de 2020. Face à ces militants mobilisés à Thomas dans le Nayala, Zéphirin Diabré s'est interrogé sur la provenance des ressources qui ont servi à l'achat de ces véhicules. Arsène Konitamde. À 1 an des prochaines échéances électorales, les états-majors des partis de la majorité de l'opposition affûtent leurs armes pour la conquête du pouvoir. Le parti au pouvoir aurait doté les secrétaires généraux des provinces de véhicules 4x4 pour les prochaines campagnes selon certaines informations reçues par l'opposition politique. Zéphirin Diabré s'inquiète de l'origine des fonds qui ont permis au MPP de faire de telles acquisitions. Dans un pays qui est en guerre contre vraiment le terrorisme, si c'est nous, UPC, qui avons cet argent-là, on préfère le donner aux forces de défense et sécurité plutôt que de le donner à des secrétaires généraux pour se pavaner, quoi. Donc on n'arrive pas très bien à comprendre d'où vient l'argent, puisque bon, le parti, quel qu'il soit,
ne peut pas cotiser pour qu'on atteigne à ce niveau-là des milliards pour acheter donc ce genre de voiture-là. Donc on se pose des questions sur l'origine de l'argent qui a permis au MPP d'acheter ces véhicules-là pour les donner à SAEG. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui leur a donné, mais si c'est ça, ils n'ont qu'à dire, voilà, pour que l'opinion soit un peu située, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. À Thomas, ce 2 novembre, le chef du parti du Lion vient s'entretenir avec les structures de base de l'UPC de la province du Nayala. Zéphirine Diabré appelle à une meilleure organisation pour hisser haut les idéaux du parti. Nous sommes là pour leur donner un certain nombre de conseils sur la manière de gérer le parti au niveau des villages, des communes et de la province pour que donc les résultats soient beaucoup plus efficients. Nous remarquons depuis la création du parti que nous montons en puissance progressivement. Donc c'est un signe très encourageant. La force d'un parti n'est pas la même en fonction des provinces. Ici, nous sommes en train de monter et nous sommes très confiants que pour les échéances à venir, on fera un score nettement meilleur à celui qu'on a fait en 2015. Dans le Nayala, l'Union pour le progrès et le changement est arrivée comme la troisième force politique après les élections de 2015. Pour 2020, les militants travaillent à inverser la tendance et faire un score mémorable dans cette province où l'UPC n'a pas encore d'élu national. Nous sommes déterminés. En tout cas, la mission qui nous est confiée, c'est de faire en sorte que, en tout cas, ce parti-là occupe la première place dans cette province-là. Je crois que nous allons travailler à cela. Nous avons en tout cas avec nous toutes les sous-sections. Nous avons la section et je crois que nous ne sommes pas seuls en tant que secrétaire général. Donc je compte sur en tout cas le soutien des autres membres donc, des bureaux des structures pour faire de ce parti-là en tout cas la première force politique dans la province. L'étape de Thomas est la 25e d'une série qui doit conduire Zéphirine Diabré dans les 45 provinces du pays à la rencontre des sections et sous-sections de son parti. Le week-end prochain, l'UPC passera un grand test, réussit le pari de la mobilisation pour son premier grand meeting en Côte d'Ivoire. Le CDP, lui, rend hommage à son député maire de Djibo, Oumaro Diko, décédé hier suite à une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. L'ancien parti au pouvoir a transformé hier un meeting en une cérémonie d'hommage aux camarades tombés. Archimède Boy. Une minute de silence observée en mémoire des disparus de l'attaque terroriste perpétrée ce dimanche 3 novembre à Nassingia sur l'axe Djibo-Ouagadougou. Leur camarade, le député maire Oumaro Diko de Djibo et 3 autres de ses compagnons ont été tués. L'Assemblée générale de la jeunesse CDP de l'arrondissement 1 se transforme ainsi en une cérémonie d'hommage. Nous avons été informés de la triste disparition du député maire de Djibo, qui est un camarade du CDP. Cela nous a été annoncé aux alentours de 14 heures et on nous a dit que c'est suite à un voyage où il allait saluer un roi. Au retour, qu'ils ont été attaqués par des forces terroristes. Nous n'avons pas plus d'informations que cela. Nous allons nous déporter même à la famille pour nous renseigner davantage. Alors c'est triste et nous avons donc demandé à nos camarades de l'arrondissement 1 de bien vouloir accepter que nous reportions ce meeting. Dès le début des attaques terroristes au Burkina Faso, certaines voix accusaient l'ex-parti au pouvoir d'être derrière toutes ces attaques. Eddie Komboego est catégorique, toutes ces accusations sont ridicules. C'est très ridicule de penser qu'un parti politique s'érige en terroriste contre son propre pays. Mais on gouverne qui? On gouverne les populations. Le CDP n'est mêlé ni de près ni de loin. Et c'est vraiment déplorable. Je pense que ceux qui tiennent ce langage le tiennent à des faits politiciennes. Mais la réalité en est autre. Ce que le CDP souhaite, c'est que la paix revienne au Burkina Faso, c'est que le gouvernement travaille soit à la hauteur pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Ce que le CDP appelle, c'est que les populations soutiennent les forces de sécurité pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso le plus tôt possible. Eddie Komboego s'engouffre dans la foule. Les militants quittent aussitôt les lieux du meeting. Le rassemblement est reporté à une date ultérieure. À noter que la nuit dernière, une attaque contre un détachement militaire à Orsi a fait 5 morts et des blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité.
C'est dans ce contexte sécuritaire difficile que s'ouvre demain à Ouagadougou la 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. En prélude à cette rencontre, ce sont des experts qui préparent le terrain. Magid Bakouan, Roméo Kouita. C'est une rencontre d'échange entre les experts du G5 Sahel en prélude à la 6e session ordinaire du Conseil des ministres prévue le 5 novembre prochain à Ouagadougou. Durant 2 jours, les experts vont discuter de la mise en œuvre des instructions et recommandations des précédentes réunions ministérielles du G5 Sahel. Les dossiers inscrits à notre ordre du jour ont été déclinés par le secrétaire général représentant le ministre de l'économie, des finances et du développement. Ils sont à l'aune de la feuille de route de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Mais il s'agit essentiellement pour nous, experts, aussi bien secrétaire permanent que nos amis qui nous aident, qui sont les points focaux des pays, les cellules nationales de coordination, de faire le point au ministre sur notre programme annuel de travail, sur l'exécution du budget, sur les questions relatives à notre renforcement de capacité, donc à notre réorganisation qu'ils ont commandé et qu'ils pilotent. Les pays membres du G5 Sahel sont aujourd'hui confrontés à d'énormes défis sécuritaires et de développement. Selon le coordonnateur point focal de l'organisation sous-régionale, des avancées notables ont été enregistrées, ce qui devrait permettre de faire face à ces défis. Il faut dire que le G5 Sahel, il faut préciser, c'est le nexus sécurité-développement. Tout n'est pas axé sur le volet sécurité. C'est vrai que sur le volet sécurité, nous avons quand même beaucoup à faire et nous déplorons tout ce qui se passe. La force conjointe qui est en phase d'opérationnalisation, comme vous le savez, il y a un nouveau commandant qui a été nommé, le général du Niger, qui est en train de réorganiser la troupe et des actions sont en train de se mener sur le terrain. Donc le niveau satisfaisant de notre feuille de route est lié aux priorités qui ont été définies dans notre feuille de route. Ces priorités qui engagent bien l'opérationnalisation de la force conjointe, la mise en œuvre de projets prioritaires, le renforcement de secrétariat permanent et aussi la cohésion sociale. Insistant sur la persistance des conflits communautaires dans l'espace sahélien, le secrétaire permanent du G5 Sahel exhorte les experts à prendre à bras le corps ce problème en sensibilisant les populations à la cohésion sociale sur le terrain. 350 millions de francs CFA mobilisés, 16 mois d'action sur le terrain dans la boucle du Moun et dans les cascades. L'ONG Solida Suisse et OCADES entendent ainsi en finir avec le travail des enfants dans les champs de coton. Magid Bakouan, Archimède Boy. La problématique du travail des enfants dans les champs de coton reste une réalité au Burkina Faso. Selon la dernière enquête de Solida Suisse, 250 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans les champs de coton au Burkina Faso. Ces enfants sont exposés à des produits chimiques dangereux, causant ainsi des maladies. Le problème inquiète l'ONG Solida Suisse. En collaboration avec OCADES, elle vient de mettre en place le projet Promotion de l'abandon des enfants dans les champs de coton pour lutter contre ce phénomène. Le principal objectif du PATEC, c'est d'amener les parents producteurs de coton à prendre conscience des dangers qu'il y a dans l'utilisation des enfants dans les champs de coton. Comme vous le savez, il y a des études qui ont montré que les enfants sont présents dans les champs de coton. Et comme c'est les parents qui les utilisent, les facteurs qui expliquent l'utilisation de ces enfants, il y a d'abord l'ignorance, mais également la pauvreté des ménages. L'ignorance parce que certains parents ne s'imaginent pas jusqu'à tel point le fait d'être en contact avec les produits chimiques. Il y a des conséquences négatives sur la santé. Après cet atelier avec les acteurs du coton, plusieurs autres activités sont prévues afin de renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les exploitations cotonnières. Il y aura une étude sur la situation de référence de l'utilisation des pesticides pour pouvoir mesurer l'impact du projet après, mais également une étude sur la situation économique des bénéficiaires en termes de revenus.
Après, il y a les enfants vont participer à la sensibilisation parce qu'il y a la mise en place de clubs d'enfants qui vont être animés par les enfants qui vont contribuer à la sensibilisation. Il y a l'ouverture des centres d'alphabétisation et bien d'autres sensibilisations à travers le théâtre forum, à travers les radios et des prises de contact. Présents à cette cérémonie de lancement, les producteurs affichent leur engagement à contribuer à la réussite de ce projet. Notre rôle dans ce projet-là, c'est les mêmes sensibilisations que nous donnons à nos producteurs pour protéger leurs enfants de ne pas se mettre là où il n'est pas arrivé à l'âge de travail là-bas. Pour une durée de 16 mois, le projet sera mis en œuvre dans les régions de la boucle du Mouhoun et des Cascades. Il va mobiliser un peu plus de 350 millions de francs CFA avec le soutien du ministère fédéral allemand de coopération économique et de développement. Les 10e journées agroalimentaires, elles ont débuté ce lundi à Ouagadougou. La FIAB, la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de la transformation du Burkina, veut susciter la réflexion sur la contribution de la recherche et développement à la compétitivité des entreprises agroalimentaires. Pendant une semaine, le savoir-faire du Burkina Faso en matière de transformation des produits locaux sera exposé à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Archimède Boy. Des crevettes, du miel, de la farine de maïs. Ces produits sont à l'honneur à l'occasion de la 10e édition des journées agroalimentaires dénommées JAL. Ces journées visent à valoriser les produits locaux et s'approprier le concept « Consommons ce que nous produisons ». Valoriser les ressources locales et contribuer ainsi à une bonne santé, une bonne alimentation des populations et surtout une bonne santé, parce que les produits qui viennent d'ailleurs le plus souvent, ce sont des produits avec des conservateurs, nous ne savons pas ce qu'il y a dedans, alors qu'avec la valorisation de nos ressources locales, ce sont des produits naturels et qui contribuent au bien-être de la population. De même, c'est un secteur qui permet également de développer des activités. Les jeunes comme les femmes, dans les zones rurales comme en zone urbaine, vous avez la possibilité de créer des activités de valorisation des ressources locales. Reconnues d'utilité publique, ces journées se tiennent depuis l'an 2000 en partenariat avec l'État, les structures d'appui au secteur privé et les partenaires au développement. La dynamisation et la promotion des filières agro-silvopastorales est une priorité pour le Burkina Faso et fait l'objet d'un engagement soutenu de l'ambassade royale du Danemark qui, depuis les années 1990, accompagne le gouvernement dans son effort de développement pour le bien-être social et économique des populations. Il s'agit de promouvoir la transformation de nos produits agroalimentaires et de ce point de vue, nous pensons que c'est une initiative qu'il faut encourager. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter la Fédération des industries agroalimentaires et de transformation du Burkina, parce que la transformation est au cœur d'un certain nombre d'initiatives que le gouvernement a prises et avec pour objet de créer la valeur, de lutter contre la pauvreté et également de créer des emplois. Coupure de rubans et visite des stands d'exposition étaient au menu de cette cérémonie officielle d'ouverture des 10e journées agroalimentaires. La clôture sera marquée par la nuit des JAL avec des remises de prix aux meilleurs acteurs de la filière. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. L'État burkinabé doit aux sociétés minières, et ce n'est pas du tout un petit montant, 111 milliards de francs CFA, une dette que l'on peut qualifier de spécifique quand même, puisqu'elle émane des exonérations que l'État accorde à ces sociétés minières à travers le remboursement de la TVA. C'est le sujet de la chronique économie de ce 9h30, chronique signée Rémi Lambert-Nibier. L'État est débiteur de plusieurs entreprises de différentes typologies, faut-il le rappeler d'entrée de jeu. Au nombre de ses créanciers, les sociétés minières, 111,37 milliards de francs CFA à rembourser à ses investisseurs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée TVA.
Cependant, cette dette contractée par l'État s'est faite dans un cadre légal, puisqu'elle émane des exonérations sur la TVA accordées par l'État à ces sociétés minières. Une largesse qui devient pourtant indue et les créanciers en réclament. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le coût d'investissement, il y a un certain nombre de structures ou d'entreprises qui bénéficient d'exonérations sur certaines importations, par exemple, ou de l'acquisition de certains matériels et d'équipements. Donc, ils bénéficient d'exonérations. Mais le système veut que, lors de l'importation, l'entreprise acquitte la TVA dans un premier temps, comme tout le monde, et après, elle introduit une demande pour se faire rembourser. C'est ce qu'on appelle le remboursement de crédit TVA. Et vous savez que notre code minier accorde un certain nombre d'exonérations aux sociétés minières en installation, en construction. Donc, ça fait que, effectivement, si on met l'ensemble de ces exos-là, parce qu'ils importent souvent des équipements chers, donc ça fait que le montant total qui a été officiellement d'ailleurs donné par le gouvernement monte à 111 milliards. Soldé 111,37 milliards de francs CFA par ces temps qui courent est pratiquement impensable pour l'État burkinabé. Et ses créanciers le savent bien également. La Chambre des mines, porte-parole privilégiée des sociétés minières, n'a cependant pas manqué de prospecter les solutions de remboursement. Beaucoup d'entreprises souhaiteraient le faire si c'est possible, mais pour le moment, on n'a pas encore vu d'exemple qui marche. C'est-à-dire que comme l'État leur doit de l'argent au titre du remboursement de crédit TVA, alors que ces entreprises, par ailleurs, doivent payer régulièrement les autres types d'impôts, donc ils se demandent à ce qu'on essaie de compenser. Si tu me dois 10 milliards et que je dois te payer 10 milliards, on essaie de faire l'équilibre et puis bon, on ajuste pour que ça s'annule, quoi. Mais vous connaissez bien le principe des finances publiques, c'est un peu difficile. L'État doit forcément encaisser avant de les faire sortir. Mais bon, ce sont des sujets qui sont sur la table et les acteurs sont appelés à approfondir pour voir un peu jusqu'où ils peuvent obtenir un accord qui arrange les acteurs. Parce que le but du jeu, ce n'est pas seulement que de prendre de l'argent, c'est de permettre aussi aux entreprises de pouvoir avoir la trésorerie, de continuer à travailler et à créer de la richesse. Il faut préciser que ce n'est pas l'intention de rembourser qui manque du côté de l'État. Un compte d'affectation a été créé pour rembourser ces crédits TVA et a même été alimenté au troisième trimestre de l'année 2019 à hauteur de 45,725 milliards de francs CFA. Mais cette somme déduite des 111 milliards de francs CFA à rembourser aux sociétés minières, la différence crève toujours les comptes. Il faut noter de surcroît que l'État accorde aussi des exonérations à des partenaires comme les ONG et les associations de développement. À Bobo Dioulasso, les responsables des zones du district 403A3 du Lions Club Burkina étaient en conclave. Une réunion du gouverneur du district qui fait office de session de redevabilité. Soto Justin Dabiné. Après 3 mois d'activité, les responsables des commissions des zones et des régions du district 403A3 du Lions Club International Burkina font le point de leurs actions en réunion de cabinet du gouverneur Dieudonné Milogo. Cette réunion est un devoir de redevabilité selon le gouverneur du district 403A3. Il s'agit de la réunion du cabinet du gouverneur. Le gouverneur, dans l'exercice de ses fonctions, se doit de visiter un certain nombre de clubs et après, il a besoin de réunir son cabinet pour faire le point de l'état de santé de ces clubs-là. Le gouverneur travaille avec des collaborateurs qui sont des présidents de région, des présidents de zone, des présidents de commission. Ce sont des personnes qui sont au contact quotidien avec les clubs. Et cette réunion, c'est pour un peu rendre compte de ce qui a été fait
C'est un devoir de redevabilité pour savoir ce qui s'est passé dans le district. Après diagnostic, le district 403A3 se porte assez bien selon son gouverneur, même si des efforts restent encore à faire. Globalement, le district se porte assez bien, même s'il reste encore certaines choses à corriger, mais les différents collaborateurs, que sont les présidents de région, les présidents de zone et les présidents de commission, sont auprès des clubs et les quelques problèmes qui peuvent se présenter sont résolus. Blaise Diadjou, venu du Sénégal, a marqué de sa présence à cette réunion de cabinet du gouverneur Dieudonné Hubert Milogo en tant que conseiller du district 403A3. L'ancien gouverneur salue le dynamisme du lyonisme burkinabé qu'il a vu naître. C'est une référence internationale, affirme-t-il. J'ai été gouverneur il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à la place de Hubert, c'était moi qui étais là parce qu'à l'époque, le Burkina était dans le district que je gérais à l'époque. Et comme ils ont bien travaillé, ils ont pris leur indépendance et ça se passe très bien. Aujourd'hui, le lyonisme au Burkina est une référence dans toute l'Afrique. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais l'Afrique est devenue ère constitutionnelle. Ça veut dire que maintenant, on s'est nous-mêmes détachés de l'ère auquel nous appartenions jusqu'à cette année. Et aujourd'hui, un des pays fers de lance, c'est le Burkina. La prochaine réunion du cabinet du gouverneur Dieudonné Hubert Milogo est prévue pour se tenir en principe au mois de janvier 2020. Elle fera le point des activités du mois d'octobre à décembre 2019. Et c'est la fin de cette session d'information. 20h15, le JT Moré. Et puis à 21h, l'actualité sportive. Vous aurez les enseignements du Tour du Faso 2019. Agréable soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.